Chapitre 1. Verre brisé, illusion brisée. Lewis Spears avait bâti sa vie sur la précision. Chaque détail de son empire du bâtiment. Chaque relation, chaque instant calculé avec la même approche méthodique qu'il avait transformé, d'entrepreneur d'une petite ville à l'un des promoteurs les plus prospères de Pennsylvanie. À 42 ans, ses mains burinées racontaient des histoires de travail honnête. Mais son regard gris perçant reflétait l'intelligence d'un homme qui comprenait que le succès exigeait plus que de la sueur. Il exigeait de la stratégie. La berline Mercedes gisait tordue contre la glissière de sécurité de l'autoroute comme un jouet cassé. De la vapeur s'échappait de son capot froissé dans l'air froid d'octobre. Lewis se tenait dans les décombres, les jambes tremblantes non pas à cause de l'accident, mais à cause de l'adrénaline qui coulait dans ses veines. 20 minutes plus tôt, il rentrait du match de baseball de Jake. Son fils de 14 ans avait lancé un match sans coup sûr, et Suzy avait même posé son téléphone le temps de l'applaudir. « Votre femme est consciente, mais votre fils, c'est grave, » dit l'ambulancière, sa voix perçant le chaos des sirènes et des gyrophares. « Il faut l'emmener à l'hôpital pour enfants immédiatement. » Lewis regarda Jake être installé sur une civière, le visage pâle de son fils sur le drap blanc. Suzy se tenait près de l'ambulance, parlant rapidement à un agent de la police d'État, ses cheveux blonds ébouriffés, mais sa voix assurée. Même en pleine crise, elle conservait ce calme qui l'avait séduit 15 ans auparavant, alors qu'elle était assistante juridique au cabinet de son avocat. Pendant que Suzy faisait sa déposition concernant le cerf qui les aurait fait dévier, Lewis récupérait l'équipement de baseball de Jake dans les décombres. Le sac à dos de son fils avait été projeté, son contenu éparpillé sur l'asphalte. Alors qu'il rassemblait les cahiers et les stylos, un petit morceau de papier vola au sol, maculé de gouttes de sang provenant de la lèvre fendue de Jake. L'écriture était indéniablement celle de son fils, soignée et réfléchie, écrite avec la même précision que Lewis lui avait enseignée. « Papa, si maman va à ses réunions tardives, ce n'est pas pour le travail. Elle t'a menti à propos de Monsieur Delaney, de mon école. Je les ai vus dans sa voiture jeudi dernier, alors que tu pensais que j'étais à l'entraînement. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais j'avais peur que tu me détestes aussi. » Lewis lut le mot 3 fois avant de bien saisir les mots. Richard Delaney, le conseiller d'orientation de Jake, l'homme qui venait chez eux pour des consultations académiques. Le même homme que Suzy prétendait aider à un projet éducatif dans son cabinet d'avocat. Le même homme que Lewis avait personnellement remercié pour son intérêt particulier pour l'avenir de Jake. Ses mains ne tremblaient pas lorsqu'il plia le mot et le glissa dans la poche de sa veste. Le tremblement de ses jambes avait complètement cessé, remplacé par une sensation de froideur et de calcul. Lewis Spears avait bâti sa fortune en identifiant les faiblesses structurelles avant qu'elles ne se transforment en défaillances catastrophiques. Il assistait maintenant à la plus grande défaillance structurelle de sa vie. Et contrairement au bâtiment qu'il avait construit, celui-ci était irréparable. Monsieur Spears, l'agent de la police d'État, s'approcha, bloc-notes à la main. « Nous aurons besoin de votre déclaration concernant l'accident. » Lewis jeta un coup d'œil à Suzy, qui était maintenant au téléphone, appelant probablement sa sœur Martha. Le visage de sa femme exprimait une inquiétude légitime pour leur fils blessé. Mais Lewis remarqua comment ses doigts se déplaçaient sur l'écran, non pas pour composer un numéro, mais pour taper un message. À qui? À ce qui aurait dû être le moment le plus terrifiant de la vie de tout parent, Suzy envoyait un SMS à quelqu'un. « Bien sûr, » répondit l'agent Lewis d'une voix ferme. « Ma femme l'a vu. Un cerf a traversé la route et elle a fait une embardée pour l'éviter. Je regardais mon fils sur la banquette arrière à ce moment-là. » C'était un mensonge, mais Louisie avait appris très tôt dans les affaires que parfois la vérité était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Il observait le reflet de Suze dans la vitre passager lorsqu'elle avait brusquement actionné le volant, surprise par le bourdonnement de son téléphone, qui indiquait sans doute un autre message de son amant. Il n'y avait pas eu de cerf. Alors qu'il se rendait à l'hôpital dans des ambulances séparées, Lewis avec Jake, Suzy suivant dans la deuxième unité, Lewis prit sa première décision. Il n'affronterait pas sa femme immédiatement. Il n'exigerait pas d'explication ni ne lui donnerait l'occasion de mentir. Au lieu de cela, il ferait ce qu'il avait toujours fait face à un projet de démolition complexe, étudier la structure, identifier les éléments porteurs, puis la démolir systématiquement. Jake resta inconscient pendant les 20 minutes de trajet, la respiration régulière, mais son bras gauche était visiblement cassé. L'ambulancier assura à Lewis que les blessures à la tête et les adolescents semblaient souvent plus graves qu'elles ne l'étaient en réalité, mais Lewis l'entendit à peine. Son esprit travaillait déjà,
calculant les échéances et les opportunités. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de ces réunions tardives n'étaient que des mensonges? Combien de fois Richard Delaney s'était-il assis à leur table, acceptant l'hospitalité de Lewis tout en prévoyant de détruire sa famille? À l'hôpital, Lewis appela son beau-frère, Scott Ogden, qui arriva moins d'une heure plus tard. Scott était détective privé, un ancien policier qui l'avait aidé à vérifier les antécédents de grands contrats de construction. Plus important encore, Scott était de la famille, marié à Laura, la sœur de Louis, et il comprenait que certains problèmes nécessitaient des solutions hors du cadre légal. « J'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose pour moi », dit doucement Lewis tandis qu'il se tenait dans le couloir de l'hôpital, regardant les médecins examiner Jake par la fenêtre. Mais pas un mot à Laura pour l'instant. Scott étudia le visage de son beau-frère. Ils se connaissaient depuis 20 ans, et il reconnaissait son expression. Lewis Spears, en mode planification, était un homme dangereux à contrarier. « De quoi as-tu besoin ?» Lewis lui tendit le foutu mot. Scott le lut 2 fois, la mâchoire serrée. « Seigneur, Lewis, tu crois que ça va prendre combien de temps ? » « Je ne sais pas encore, mais je vais tout savoir. » La voix de Lewis était à peine plus forte qu'un murmure, mais l'intensité qui se cachait fit reculer Scott. « Je veux savoir où ils vont, quand ils se rencontrent, ce qu'ils se disent. Je veux savoir quel mensonge elle m'a raconté et quel mensonge elle lui a raconté. Je veux savoir Simon. Quelle paix avec toute sa vie. Ce n'était pas une erreur. Il s'agissait de centaines de choix délibérés faits sur 8 mois. Chaque mensonge, chaque réunion secrète, à chaque fois qu'elle rentre à la maison et a fait semblant d'aimer notre famille tout en nous trahissant. Ce sont toutes des décisions individuelles. Tout le monde mérite le pardon. Tout le monde mérite des conséquences. Le pardon est gagné par la reconnaissance, le repentir et le comportement du changement. Suzy n'a montré aucune de ces choses. Martha est partie sans atteindre la réconciliation qu'elle espérait, et Lewis n'a ressenti aucune culpabilité quant à son refus d'adoucir sa position. La miséricorde était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre en ce qui concerne la protection de l'avenir de son fils. Mercredi, la nouvelle que Lewis s'attendait. Richard Delaney avait accepté une bonne affaire qui l'enverrait à la prison fédérale pendant 12 ans. L'accusation avait construit une affaire écrasante basée sur des preuves de plusieurs juridictions, et les avocats de Delaney lui avaient conseillé ce procès entraînerait probablement une phrase plus longue. Il sera transféré dans une installation fédérale en Virginie occidentale. Le procureur a informé Lewis lors de leur appel téléphonique. Il servira au moins 10 ans avant de devenir éligible à la libération conditionnelle. Qu'en est-il de la restitution des familles qui la victime? Cela fait partie de l'accord de plaidoyer. Il devra payer des dommages-intérêts à toutes les victimes identifiées. Bien que compte tenu de sa situation financière, le recouvrement réel sera minime. Lewis ne se souciait pas de l'argent. La véritable satisfaction est venue de savoir que Richard Delaney passerait la prochaine décennie dans un environnement où ses crimes étaient connus et que sa sécurité n'a jamais été garantie. La prison fédérale a été particulièrement difficile pour les hommes qui ont prié pour les enfants et les familles. Ce soir-là, Lewis et Jake se sont assis sur leur pont arrière, regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de violet. C'était le même point de vue qu'ils aimaient en famille depuis des années. Mais maintenant, il appartenait aux deux. « Papa, tu me manques jamais ?» demanda doucement Jake. « La femme que je pensais, a répondu Lewis. Mais cette femme était surtout une illusion. L'idée me manque d'avoir une famille complète, mais je ne manquais pas les mensonges et la trahison. Pensez-vous que vous serez plus jamais mariés ? » Lewis a considéré la question. « Je ne sais pas. En ce moment, je me concentre sur le fait d'être le meilleur père que je puisse être et de construire une vie honnête et stable. Tout le reste est secondaire. Je suis content que tu ne l'as pas repris. » La déclaration a surpris Lewis. Pourquoi ? Parce que cela m'aurait appris que vous pouvez maltraiter les gens et qu'ils vous pardonneront de toute façon. Qu'il n'y a pas vraiment de conséquences pour blesser les gens qui vous aiment. Lewis a regardé son fils avec un nouveau respect. Jake a compris les implications plus profondes du pardon par rapport à la responsabilité. Des concepts que de nombreux adultes ont eu du mal à saisir. Vous êtes sage au-delà de vos années, fils. J'ai appris des meilleurs. Alors que l'obscurité s'installait sur leur propriété, Lewis ressentait un sentiment de paix qui était absent de sa vie depuis des mois. La vieille vie était vraiment morte. Ses cendres disséminées par des choix qui ne pouvaient pas être annulés.
Mais de ses cendres, lui et Jake construisaient quelque chose de nouveau. Une relation basée sur la vérité, le respect et la connaissance que certains les trahisons étaient trop fondamentales pour survivre. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir, Lewis Spears était exactement là où il appartenait. À la maison avec son fils, entouré du silence honnête d'une vie vécue sans mensonge. Chapitre 8. Le prix de la trahison. 3 mois après la finalisation du divorce, Lewis s'est tenu dans la salle de conférence du bureau de la loi de Stanley Cohen, examinant les documents finaux de règlement qui fermeraient le dernier chapitre de son mariage avec Suzy. L'accord prénuptial qu'ils avaient signé 16 ans plus tôt avait prouvé sa valeur, protégeant les actifs que Lewis avait construits au cours des décennies de travail acharné tout en veillant à ce que Suzy n'ait reçu que ce qu'elle avait contribué à leur richesse partagée. La maison, le secteur de la construction et les fonds collégiaux de Jake restent entièrement sous votre contrôle, a expliqué Stanley en examinant chaque document. Suzy reçoit son 401K, la moitié de la valeur du compte d'épargne conjoint et 6 mois de pension alimentaire temporaire pendant qu'elle rétablit sa carrière. En supposant qu'elle puisse rétablir sa carrière, Lewis a répondu, l'association du barreau de l'État avait suspendu la licence de Suze en attendant un examen complet de l'éthique, et son licenciement du cabinet d'avocats avait rendu la recherche d'un nouvel emploi presque impossible. Il y a une autre affaire dont nous devons discuter, a poursuivi Stanley. L'avocat de Suzy a demandé une modification de l'arrangement de garde. Elle veut des droits de visite de nuit avec Jake. L'expression de Lewis s'est endurcie. Annie Lewis. Les tribunaux préfèrent généralement le maintien des relations entre les enfants et les deux parents. Les tribunaux considèrent également les meilleurs intérêts de l'enfant. Jake a explicitement déclaré qu'il ne voulait pas de visite de nuit avec sa mère. C'était vrai. Au cours des 3 mois depuis que Suzy avait déménagé à Philadelphie, Jake avait accepté des visites supervisées tous les week-ends, mais il avait l'air de ne pas vouloir passer la nuit chez Martha. Les visites étaient maladroites, remplies des tentatives de Suze de reconstruire une relation qui a été fondamentalement endommagée par sa trahison. Jake est assez vieux pour que ses préférences aient un poids important avec le juge, a reconnu Stanley. Mais vous devriez être préparé à Suzy pour affirmer que vous avez influencé sa décision. Je n'ai jamais dit à Jake quoi penser de sa mère. J'ai simplement refusé de lui mentir sur ce qu'elle a fait à notre famille. Cet après-midi-là, Lewis a ramassé Jake à l'école et a remarqué l'humeur modérée de son fils pendant le retour à la maison. Jake s'était bien passé sur le plan scolaire et social, mais les vacances d'été qui approchaient signifiaient plus de temps pour réfléchir à la façon dont leur vie avait changé. « Maman, appelez-moi aujourd'hui », a déclaré Jake alors qu'ils entraient dans leur allée. Lewis sentit sa mâchoire resserrée. Qu'est-ce qu'elle voulait? Veut que je passe 2 semaines avec elle cet été. Elle a trouvé un appartement à Philadelphie et pense que ce serait bien pour nous d'avoir du temps de qualité ensemble. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Jake était silencieux pendant un long moment. J'ai l'impression qu'elle essaie de faire semblant que tout peut aller à la normale si nous passons juste du temps ensemble, mais il ne peut pas, elle ne peut pas dire. Famille à nouveau, mais elle ne parle jamais de ce qu'elle a fait. Elle est vraiment, pas qui elle veut que vous croyiez qu'elle l'est. Ce soir-là, Lewis a appelé Suzy pour aborder son contact direct avec Jake. Nous avons convenu que toutes les communications me traverseraient. Il a dit quand elle a répondu, c'est mon fils, Lewis. J'ai le droit de lui parler. Vous avez des droits limités qui sont définis par notre accord de garde. L'appeler à l'école pour le faire pression sur les visites d'été viole l'esprit de cet accord. Je ne le fais pas pression. Besoin de se venger. Vous pouvez avoir une relation avec Jake s'il en veut un, mais ce sera selon ses termes, pas les vôtres, et ce sera basé sur qui vous êtes aujourd'hui, et non pour qui vous pourriez devenir demain. L'appel s'est terminé par les deux frustrés, mais Lewis ne ressentait aucune obligation de rendre la situation plus facile pour son ex-femme. Avec une mise à jour sur la situation de Richard Delaney. Les difficultés de Delaney. Tout en détruisant des mariages et en traumatisant les enfants. La prison était exactement là où il appartenait. Il y a autre chose. Harold a poursuivi. J'ai surveillé les communications de Suze et elle a été en contact avec d'autres femmes impliquées avec Delaney. Dans quel but? On dirait qu'elle essaie d'organiser une sorte de groupe de soutien pour ses victimes. Elle a contacté les épouses d'autres districts scolaires, essayant de créer un réseau de femmes qui ont été manipulées par lui. Lewis a immédiatement compris ce que Suzy tentait en se lançant en tant que victime plutôt que participante volontaire. Elle essayait de réécrire le récit de sa trahison. Si elle pouvait convaincre les autres et elle-même que Richard Delaney l'avait manipulée dans l'affaire,
alors sa culpabilité a diminué et son chemin vers la rédemption est devenu plus clair. Obtient-elle une réponse? Mélangée. Certaines femmes ne veulent rien avoir à faire avec elle. D'autres semblent intéressées par l'idée qu'ils étaient des victimes plutôt que des participants volontaires. Lewis a mis fin à l'appel et s'est assis dans son étude, regardant le jardin que Suzy avait planté 3 ans plus tôt. Les roses fleurissaient malgré leur négligence, leur beauté persistant même si la femme qui les a plantées a travaillé pour échapper à la responsabilité de détruire la famille qui avait autrefois joui de leur parfum. Vendredi soir, la décision de Jake concernant la visite d'été. J'irai pendant une semaine au lieu de 2, a-t-il dit à Lewis. Mais je veux séjourner dans un hôtel, pas dans son appartement, et je veux que vous veniez me chercher si les choses deviennent mal à l'aise. Lewis admirait l'approche diplomatique de son fils. Jake donnait à sa mère l'occasion de prouver qu'elle avait changé tout en se protégeant d'être piégée dans une situation inconfortable. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Je pense que j'ai besoin de voir qui elle est maintenant. Pas qui elle était avant ou qui elle essaie de devenir, mais qui elle est réellement aujourd'hui. Samedi matin, Lewis a reçu un appel du docteur Ernest Ld à l'école de Jake. Monsieur Spears, je voulais vous mettre à jour sur l'enquête Richard Delaney. Le rapport final a identifié cette famille dans 3 États directement touchés par son inconduite. Des frais supplémentaires? La phrase fédérale couvre tout. Mais le district scolaire a mis en œuvre de nouvelles politiques de vérification des antécédents et surveillance continue des interactions du personnel avec les familles. Trop peu, trop tard pour les familles déjà victimisées. Oui. Et nous sommes parfaitement conscients de cet échec. Le conseil d'administration a créé un fonds pour fournir des services de conseil et de soutien aux familles touchées. Lewis a apprécié le geste, mais il savait que l'argent ne pouvait pas réparer les dégâts que Richard Delaney avait causés. Cette famille ont été brisées par le comportement prédateur d'un homme et les effets d'entraînement se poursuivraient pendant des années. Cet après-midi, Lewis et Jake ont travaillé ensemble dans le jardin, remplaçant certaines des plantes que Suzy avait choisies par des variétés qu'ils ont sélectionnées ensemble. C'était un travail thérapeutique, le type d'activité physique qui a permis une conversation sans le forcer. « Papa, tu penses que les gens peuvent vraiment changer ?» demanda Jake en plantant de nouveaux arbustes. « Je pense que les gens peuvent changer leur comportement s'ils sont vraiment déterminés, mais changer qui vous êtes fondamentalement. C'est beaucoup plus difficile. Pensez-vous que maman a changé ?» Lewis considérait attentivement sa réponse. « Je pense qu'elle a appris que ses actions ont des conséquences. Que cela ait changé son personnage ou que cela la fasse plus prudente reste à voir. La semaine que je passe avec elle cet été, ça va nous dire beaucoup, n'est-ce pas? Il vous dira ce que vous devez savoir sur le type de relation possible avec elle à l'avenir. » Alors qu'il travaillait, Lewis a réfléchi à la quantité de vie de leur vie depuis l'élimination de la toxicité des mensonges de Suze et de la manipulation de Richard Delaney. La maison se sentait paisible. Leur conversation était honnête. Et Jake était florissant dans un environnement où il n'avait pas à garder des secrets ou à naviguer entre la loyauté conflictuelle. Le prix de la trahison avait été plus élevé que Suzy n'avait jamais imaginé lorsqu'elle a fait son premier choix pour rencontrer Richard Delaney dans cet hôtel du centre-ville. Elle avait perdu son mariage, sa carrière, sa réputation et sa relation avec son fils. Mais peut-être le plus important, elle a perdu le respect de la seule personne dont l'opinion aurait dû être le plus importante pour elle. Lewis Spears n'avait jamais pardonné de trahison, et il ne le ferait jamais. Cette inflexibilité, que certains pourraient considérer comme un défaut de personnage, était devenue le fondement d'une vie construite sur la vérité et la responsabilité. Lui et Jake construisaient quelque chose de mieux des cendres de ce qui avait été détruit. Et il le faisait sans place pour les personnes à qui on pouvait faire confiance. Le jardin qu'il plantait fleurirait pour les années à venir, entretenu par des mains qui avaient appris la valeur de la patience, de l'honnêteté et de la force qui vient du refus de faire des compromis avec ceux qui détruiraient ce que vous avez construit. Chapitre 9. Nouvelle fondation. 1 an après avoir découvert la note tachée de sang de Jake dans l'épave de leur voiture, Lewis se tenait dans le même couloir de l'hôpital où il avait pris ses premières décisions concernant la vengeance et la justice. La visite d'aujourd'hui était différente. Jake était là pour le retrait de la distribution de sa chirurgie finale. Une procédure mineure pour lutter contre les effets persistants de leur accident qui avait révélé bien plus que des os cassés. « Papa, ça fait mal ?» demanda Jake, fléchissant son bras nouvellement libéré alors que le médecin terminait son examen. « Quoi ?» En regardant en arrière sur tout ce qui s'est passé, cela fait-il mal de se rappeler à quel point nos vies étaient différentes il y a 1 an.
Lewis a considéré la question en parcourant le parking de l'hôpital vers la même mannequin Mercedes qu'il avait remplacée après l'accident. Cela ne faisait plus mal. C'est plus comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. C'est produit. Persistant dans ses tentatives de négocier une sorte de réconciliation, ne comprenant jamais tout à fait que le pardon de Louis n'était pas une ressource qui pouvait être négociée ou achetée avec suffisamment de temps et de contrition. La lettre contenait une mise à jour sur la situation de Suze. Elle avait trouvé un travail à temps partiel en tant que paralégale tandis que sa licence de loi restait sous revue. Elle avait terminé les conseils pour répondre à ce que Martha a décrit comme les problèmes sous-jacents qui ont conduit à ses mauvais choix. Et elle avait maintenu un contact régulier avec Jake lors de ses visites mensuelles à Philadelphie. La lettre de Martha s'est terminée par un autre plaidoyer pour la miséricorde. Suzy a payé un prix lourd pour ses erreurs. Elle a perdu sa carrière, son mariage, sa maison et sa relation quotidienne avec son fils. Certes, c'est une punition suffisante pour quiconque. Jake a besoin de sa mère dans sa vie, et Suzy a besoin de la possibilité de reconstruire sa relation avec vous deux. Lewis a remis la lettre à Jake, qu'il a lue avec la même attention particulière qu'il avait appris à appliquer à toutes les communications de la famille de sa mère. « Que pensez-vous » demanda Lewis. « Je pense que tante Martha ne comprend toujours pas ce que maman a fait, » a répondu Jake. Elle continue de l'appeler des erreurs et de mauvais choix, comme maman a accidentellement oublié de payer des factures ou quelque chose. Comment l'appelleriez-vous ? Trahison. Elle vous a trahi. Elle m'a trahi. Et elle a trahi l'idée que les familles sont censées se protéger au lieu de se blesser. Lewis était fier de la clarté de son fils, tempéré par la tristesse qu'un enfant de 15 ans ait été contraint de développer une compréhension aussi sophistiquée de la nature humaine. Jake avait passé l'année dernière à apprendre des leçons sur la loyauté et les conséquences que la plupart des gens ne maîtrisent que beaucoup plus tard dans la vie. Ce soir-là, Lewis a reçu un appel de Stanley Cohen avec des nouvelles sur les derniers problèmes juridiques de Richard Delanne. Il a été accusé de crimes supplémentaires survenus pendant qu'il était en garde à vue. Apparemment, il a tenté de manipuler d'autres détenus et gardes en utilisant les mêmes techniques psychologiques qu'il a utilisées sur les familles. Quel genre de frais ? Extorsion, intimidation, tentative d'organiser la distribution de contrebande. L'homme ne peut pas s'aider lui-même. Il considère une situation sociale comme une opportunité d'exploiter quelqu'un. Lewis n'a pas été surpris. Des prédateurs comme Richard Delaney n'ont pas changé leur nature fondamentale simplement parce que leur environnement a changé. Ils ont simplement adapté leur technique à de nouvelles circonstances tout en poursuivant les mêmes objectifs de contrôle et d'exploitation. Quelle est son exposition ? 5 à 7 ans supplémentaires, en supposant qu'il a été condamné. À ce stade, il envisage de passer la plupart de ses années productives restantes sous la garde fédérale. Après l'appel, Lewis a réfléchi à la façon dont Richard Delaney s'était détruit à travers ses propres choix. L'homme qui pensait qu'il était assez intelligent pour manipuler des familles riches avait découvert que la véritable intelligence signifiait comprendre quand vous étiez surpassé. Lewis avait été un prédateur chassant un autre prédateur et l'expérience avait triomphé de l'arrogance. Samedi, la visite mensuelle de Jake avec Suzy à Philadelphie. Lewis l'a conduit à la gare, une routine qu'ils avaient établie qui a donné à Jake l'indépendance tout en assurant sa sécurité. « Comment vous sentez-vous de la voir » demanda Lewis en attendant la plateforme. Différent de la dernière fois. Je pense que je comprends enfin que la maman dont je me souviens avant est partie. La femme que je visite maintenant est quelqu'un de différent. Quelqu'un qui essaie de comprendre qui elle veut être. Est-ce bon ou mauvais ? C'est honnête. Et je préfère avoir une relation honnête avec qui elle est réellement qu'une fausse relation avec ceux que j'aurais aimé. Lewis a regardé son fils monter à bord du train avec la confiance de quelqu'un qui avait appris à naviguer sur un terrain émotionnel complexe sans perdre son sens de soi. Jake avait survécu à la destruction de sa famille et a émergé plus fort, plus perspicace et plus capable de se protéger des manipulations futures. Dimanche soir, Jake est revenu avec des histoires sur sa visite qui ont révélé plus de croissance et de perspicacité. Maman est différente, a-t-il rapporté en dînant ensemble. Elle est plus triste, mais elle est aussi plus réelle. Elle a en fait parlé de ce qu'elle a fait au lieu de simplement dire qu'elle était désolée. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit qu'elle était égoïste et stupide, qu'elle s'était convaincue qu'elle méritait l'excitation et l'attention plus qu'elle ne le méritait de garder sa famille ensemble. Elle a dit qu'elle pensait qu'elle pourrait avoir les deux. Et quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas, elle a choisi la mauvaise chose. Comment cela vous a-t-il fait ressentir ? Soulagé, je suppose.
C'est la première fois qu'elle admet en fait ce qu'elle a fait au lieu de faire des excuses à l'égard de la manipulation ou des erreurs. Cela change-t-il quelque chose pour vous? Jake a soigneusement examiné la question. Cela me fait penser qu'elle pourrait comprendre ce qu'elle a fait, mais cela ne me donne pas envie de vivre avec elle ou de prétendre que tout peut revenir à la normale. C'est une perspective saine. Elle m'a demandé si je pensais que tu lui pardonnerais jamais. Lewis sentit sa mâchoire se resserrer. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que le pardon n'était pas le bon mot pour ce qu'elle voulait. Elle veut être sauvée des conséquences de ses choix, mais ce n'est pas la même chose que le pardon. Lewis a étudié le visage de son fils, étonné de la profondeur de sa compréhension. Qu'avez-vous dit d'autre? Je lui ai dit que vous n'êtes plus en colère, mais vous n'allez pas non plus prétendre que ce qu'elle a fait n'était pas important. Que vous avez construit une vie basée sur la vérité et la responsabilité. Et il n'y a pas de place dans cette vie pour les gens à qui on ne peut pas faire confiance. Comment a-t-elle répondu? Elle a pleuré, mais pas le manipulateur en pleurant qu'elle faisait quand elle voulait quelque chose. De vrais pleurs, comme si elle comprenait enfin ce qu'elle avait réellement perdu. Cette nuit-là, Louis s'est assis dans son étude et a pensé à l'année qui s'était écoulée depuis la découverte de la trahison de Suze. Il avait entrepris de détruire les gens qui avaient trahi sa famille, et il avait réussi au-delà de ses propres attentes. Richard Delaney passait ses premières années dans la prison fédérale, faisant face à des accusations supplémentaires qui prolongeraient sa peine jusque dans la vieillesse. Suzy avait perdu sa carrière, sa maison, sa position sociale et sa relation quotidienne avec son fils. Mais plus important encore, Lewis avait protégé Jake de la toxicité continue de leurs mensonges et reconstruit leur famille sur une base d'honnêteté et de respect mutuel. Ils avaient créé une vie plus petite mais plus forte, plus silencieuse mais plus authentique. Lewis n'avait jamais pardonné de trahison et il ne le ferait jamais. Cette inflexibilité lui avait coûté un mariage, mais elle avait sauvé sa relation avec son fils et conservé sa propre intégrité. Certaines personnes pourraient voir son refus de montrer la miséricorde comme un défaut de personnage, mais Lewis l'a compris comme une force qui lui avait permis de construire quelque chose de duré de l'épave de ce que les autres avaient détruit. L'homme qui avait autrefois cru aux deuxièmes chances et au pouvoir du pardon avait appris que certaines violations étaient trop fondamentales pour être réparées. Mais il avait également appris que la fin d'une histoire pourrait devenir le début de quelque chose de mieux, quelque chose construit sur le sol solide de la vérité plutôt que sur le sable changeant des mensonges pratiques. À l'extérieur de sa fenêtre, le jardin que lui et Jake avaient planté ensemble se préparait à l'hiver, ses racines de plus en plus profondes et plus fortes dans le sol qui avait été dégagé d'une vieille croissance qui ne pouvait plus prospérer. Au printemps, il fleurirait plus magnifiquement que tout ce qui était venu auparavant, tendu par des mains qui avaient appris la différence entre la miséricorde et la sagesse, entre le pardon et la justice. Lewis Pierce avait choisi la justice et, ce faisant, il avait choisi un avenir où la trahison n'avait pas de pouvoir et la vérité n'avait pas de limite. C'était un chemin plus difficile que le pardon n'aurait pu l'être, mais c'était un chemin qui a conduit à quelque chose qui durerait. Une vie fondée sur des fondations qui ne pouvaient pas être ébranlées par ceux qui les démoliraient. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Fils est le seul à l'avoir compris. Et puis Lewis regarda Jake par la fenêtre, qui s'agitait enfin sur la table d'examen. Les yeux de son fils s'ouvrirent, confus et effrayés, scrutant la pièce jusqu'à ce qu'il trouve son père. Lewis leva la main d'un petit signe de la main, et Jake parvint à esquisser un faible sourire. Alors je leur apprendrai à tous les deux ce que signifie trahir quelqu'un qui ne pardonne jamais. Chapitre 2. Le poids des secrets. Le bras de Jake guérirait en 6 semaines. Les médecins le rassurèrent et la commotion cérébrale était légère. À minuit, ils étaient à la maison. Jake dormait paisiblement dans sa chambre avec des analgésiques. Suzy raccrochait enfin son téléphone et préparait du thé dans leur cuisine. Lewis était assis dans son bureau, apparemment en train d'examiner des contrats de construction, mais en réalité, il observait sa femme par la porte entr'ouverte. Elle se déplaçait dans leur maison avec une aisance familière, touchant les objets qu'ils avaient choisis ensemble, arrangeant les fleurs qu'elle avait achetées 3 jours plus tôt. La normalité semblait surréaliste. En l'espace de 6 heures, Lewis avait complètement bouleversé sa vie, mais les meubles étaient restés à leur place. Les photos souriaient toujours dans leur cadre, et sa femme fredonnait toujours doucement en travaillant. Suzy est apparue sur le seuil, 2 tasses de tisane à la camomille à la main. Tu devrais te reposer. La journée a été épouvantable. Il accepta la tisane et observa son visage. Suzy avait 38 ans, toujours aussi belle, cette beauté qui lui avait donné le sentiment d'être heureux chaque jour depuis 15 ans.
Ses yeux verts exprimaient une inquiétude sincère. Et lorsqu'elle posa la main sur son épaule, son contact lui parut réel et chaleureux. Soit elle était une actrice exceptionnelle, soit une part d'elle-même se souciait sincèrement de leur famille, même si elle la détruisait. Je n'arrête pas de penser aux mots de Jake, dit Louisie prudemment. Celui qu'il écrivait quand on s'est retrouvés. La main de Suzy s'immobilisa un instant. Quelle note pour son cours d'anglais sur l'honnêteté et la confiance. L'ironie ne m'échappe pas, Lewis sirota son thé et guetta sa réaction. Il écrivit que les mensonges finissent toujours par faire surface, que la vérité a tendance à se révéler quand on s'y attend le moins. Il a toujours été perspicace, dit Suzy. Mais Lewis perçut un léger soulagement dans sa voix. Elle pensa qu'il parlait d'un devoir scolaire, et non de la confession désormais en sécurité dans son coffre-fort à l'étage. Trop perspicace. Parfois, il remarque des choses que les adultes pensent cachées. Lewis posa sa tasse et croisa son regard. Je m'inquiète de ce qu'il a pu voir ou entendre et qu'il ne nous dit pas. Pour la première fois depuis l'accident, Suzy parut sincèrement mal à l'aise. Comment ça? Les enfants voient tout. Suzy, ils observent leurs parents. Ils écoutent les conversations. Ils perçoivent la tension même quand on pense la cacher. Lewis se renversa dans son fauteuil, conservant un langage corporel décontracté tandis que ses paroles prenaient délibérément de l'ampleur. Parfois, je me demande si Jake en sait plus sur notre mariage qu'on ne le pense. Le rire de Suzy semblait forcé. Tu es paranoïaque. Jake est un adolescent typique, trop occupé par le sport et les amis pour s'inquiéter de ses parents ennuyeux. Tu as peut-être raison. Louis se leva et l'embrassa sur le front, goûtant l'odeur familière de son parfum mêlé à autre chose. Une eau de Cologne qu'il ne connaissait pas. Je vais voir comment il va avant d'aller au lit. Jake était réveillé quand Louis entra dans sa chambre, fixant le plafond, son bras valide derrière la tête. Le plâtre de son bras gauche était déjà couvert de signatures des infirmières, mais son visage était sérieux malgré ses 14 ans. Papa, ça va? Tu as l'air différent. Lewis s'assit au bord du lit. Son fils avait hérité de ses yeux gris et de sa capacité à lire les gens. Des qualités dangereuses pour quelqu'un d'aussi jeune. Je vais bien, mon pote. Je m'inquiète juste pour toi. Je vais bien. Jake se tortilla, mal à l'aise. Papa, à propos de ce mot. Plus tard, dit Lewis doucement. Quand tu iras mieux, on parlera de tout, mais pas ce soir. Jake hocha la tête, la compréhension passant entre eux. Son fils était assez intelligent pour comprendre que certaines conversations exigeaient intimité et planification. C'était une qualité que Lewis admirait et redoutait à parts égales. Au cours des 3 jours suivants, Lewis maintint sa routine habituelle tandis que Scott Ogden commençait son enquête. Lewis se rendait sur des chantiers, assistait à des réunions et rentrait à la maison pour les dîners de famille. Il aidait Jake à faire ses devoirs, discutait des projets à venir avec Suzy et jouait le rôle d'un mari et d'un père dévoué avec une performance digne d'un Oscar. Mais sous la surface, il cataloguait chaque détail. Les habitudes téléphoniques de Suze, la façon dont elle l'orientait loin de lui lorsqu'elle tapait, la passion soudaine qu'elle avait pour les promenades nocturnes qui coïncidaient toujours avec des appels mystérieux. Ses excuses pour les réunions tardives étaient devenues plus élaborées, impliquant des clients dont Lewis n'avait jamais entendu parler et des questions juridiques qui semblaient exiger une attention inhabituelle en dehors des heures de bureau. Les plus révélatrices étaient les petits changements dans leurs relations physiques. Suzy avait toujours été affectueuse, mais maintenant ses baisers semblaient moins précis, ses caresses distraites. Elle avait commencé à prendre une douche dès son retour de réunion, prétextant que la climatisation du bureau la rendait sale. Elle avait également développé de nouvelles préférences au lit, des techniques et des positions qui semblaient étrangement expertes pour quelqu'un qui prétendait les avoir apprises dans des articles de magazines. Jeudi soir, Scott a appelé pour lui faire part de ses conclusions préliminaires. Ils se voient 2 fois par semaine, généralement au Marriott du centre-ville. Les mardis et jeudis, toujours entre 18h et 20h. Elle vous dit qu'elle travaille tard, mais sa voiture a été repérée dans le parking de l'hôtel. Louis sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Depuis combien de temps? Les relevés de carte de crédit montrent qu'elle paye la chambre depuis 8 mois. Toujours la même suite. Toujours débité de sa carte personnelle. 8 mois. Lewis fit le calcul rapidement. Cela avait commencé juste après que Jake ait commencé le lycée, juste après que Richard Delaney soit devenu son conseiller d'orientation. Le timing n'était pas une coïncidence. Il y a plus. Scott continua.
Delanne avait des problèmes financiers. Son divorce avait été prononcé il y a 6 mois. Un règlement coûteux. Il travaillait au noir comme tuteur pour des familles aisées, facturant des tarifs exorbitants pour des consultations académiques. Vous dites qu'il nous a ciblés? Je dis qu'un homme en difficulté financière qui a eu accès à des familles aisées grâce à son poste à l'école pourrait ne pas limiter ses activités extrascolaires à l'éducation. Lewis raccrocha et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. Il regardait la rue de banlieue où il pensait se construire une vie parfaite. Chaque maison abritait des familles avec leurs propres secrets, leurs propres trahisons, leurs propres mensonges soigneusement élaborés. Mais la destruction de sa famille lui semblait particulièrement personnelle, conçue spécifiquement pour causer un maximum de dégâts. Cette nuit-là, il attendit que Suzy s'endorme avant de récupérer le mot de Jake dans son coffre-fort. Il le relut, notant des détails qui lui avaient échappé lors du choc initial. Son fils portait ce secret depuis des semaines, peut-être plus longtemps. Jake avait vu sa mère mentir à son père, avait vu les preuves de sa trahison et avait hésité à révéler la vérité. Le poids de ce fardeau sur les épaules d'un garçon de 14 ans transforma la colère soigneusement maîtrisée de Louis en quelque chose de bien plus dangereux. Suzy avait trahi leur mariage, mais impliquer Jake, forcer leur fils à choisir entre protéger son père ou garder les secrets de sa mère était impardonnable. Lewis remit le mot dans le coffre et prit sa deuxième décision. Il ne s'agirait pas de divorce ni d'accord financier. Il s'agirait de justice, et la justice exigeait une approche plus personnelle. Chapitre 3. L'architecture de la vengeance. Vendredi matin, il faisait un temps anormalement chaud pour un mois d'octobre. Et Lewis se tenait sur le toit de son dernier projet de construction, un immeuble de bureaux de 30 étages dans le centre-ville de Pittsburgh, observant la ville s'étendre sous ses pieds. De cette hauteur, les gens ressemblaient à des fourmis suivant des schémas prévisibles, chacun persuadé que ses drames individuels étaient importants tout en restant inconscient des forces plus vastes qui façonnaient sa vie. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Suzy. Réunion tardive ce soir, ne m'attends pas, commande une pizza pour toi et Jake. Lewis sourit et répondit, pas de problème. J'espère que le client n'est pas trop exigeant. Tu sais comment c'est avec ce genre de personnes. Ils veulent que tout soit parfait. Parfait. Lewis supprima la conversation et appela Scott. Ce soir, c'est jeudi. On se voit? C'est déjà confirmé. Même suite, même heure. Elle a réservé pour 3 heures cette fois au lieu de 2 habituellement. Je veux des photos. Pas pour des raisons juridiques, pour faire pression. Lewis, tu dois bien réfléchir. Quoi que tu prévois, je réfléchis attentivement, plus attentivement que jamais. Lewis s'approcha du bord du toit, regardant les ouvriers qui lui faisaient confiance pour assurer leur sécurité, pour prendre des décisions qui protégeraient leurs moyens de subsistance et leur famille. Sais-tu quel est le principe le plus important en construction, Scott? La répartition des charges dans les fondations. On identifie où le poids est concentré et on s'assure que la structure peut le supporter. Mais si on veut faire s'écrouler quelque chose, on fait l'inverse. On concentre toute la tension sur le point le plus faible jusqu'à ce qu'il cède de manière catastrophique. Scott resta silencieux un long moment. Quel est le point faible de leur structure? Leur arrogance. Ils se croient plus intelligents que tout le monde. Qu'ils ont tout prévu. Imprévu. Mais ils ont commis une erreur cruciale, ils m'ont sous-estimé. Ce soir-là, Lewis a aidé Jake à faire ses devoirs d'algèbre pendant que Suzy se préparait pour son rendez-vous. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une robe bleu marine suffisamment professionnelle pour les affaires, mais suffisamment flatteuse pour d'autres raisons. Lewis l'a complimentée et l'a embrassée au revoir, jouant parfaitement son rôle. Après son départ, Lewis et Jake ont commandé une pizza et se sont installés pour regarder un film. Mais à mi-chemin, Lewis a mis le film sur pause. Jake, j'ai une question à te poser, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Son fils se tendit, reconnaissant le sérieux dans la voix de son père. Bon, depuis combien de temps es-tu au courant pour ta mère et monsieur Delaney? Le visage de Jake pâlit. Papa, j'ai trouvé ton mot dans les décombres. Je ne t'en veux pas, mais j'ai besoin de tout savoir. L'histoire était énoncée en phrases saccadées. Jake avait oublié son manuel de sciences après l'école et était retourné le récupérer. Il avait garé la voiture de sa mère sur le parking de la faculté et était allé la chercher, pensant qu'elle était là pour une réunion de parents. Au lieu de cela, il l'avait découverte dans la classe de Richard Delanne,
et leur interaction avait été manifestement peu professionnelle. Je ne savais pas quoi faire, dit Jake d'une voix brisée. Je voulais te le dire, mais je me suis dit que j'avais peut-être tort. Peut-être que c'était juste. Tu n'avais pas tort, dit Lois doucement. Et tu n'es responsable de rien de tout ça. Vas-tu divorcer? Lois observa le visage de son fils. Jake essayait de paraître fort, mais Lois voyait la peur sous-jacente. Malgré tout, Jake aimait sa mère et il était terrifié à l'idée que sa famille se désintègre. Je vais gérer cette situation, dit Lois prudemment, mais pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. Au cours du week-end, Lois a peaufiné son plan. Il avait passé sa carrière à comprendre le fonctionnement des systèmes, comment les construire, les réparer et les démanteler efficacement. Chaque structure présentait des points de pression, et chaque personne avait des vulnérabilités qui pouvaient être exploitées avec la bonne approche. Richard Delaney était ambitieux mais peu sûr de lui, cherchant désespérément à conserver son poste dans la prestigieuse école privée où Jake était inscrit. Il avait travaillé dur pour se forger une réputation d'éducateur dévoué, quelqu'un qui se dépassait pour ses élèves. Son divorce, compliqué et public, l'avait rendu sensible à son image professionnelle. Suzy était fière et autoritaire, quelqu'un qui avait besoin de se sentir intelligente et sophistiquée. Elle avait construit son identité autour de son rôle d'épouse et de mère parfaite, tout en poursuivant ses propres ambitions professionnelles. Sa liaison n'était pas seulement une question de passion. Il s'agissait de se sentir puissant et désiré d'une manière que la vie de famille ne pouvait lui offrir. Tous deux se croyaient intouchables parce qu'ils avaient été prudents. Ils se sont rencontrés dans un hôtel où ils n'étaient pas connus. Ils ont fait preuve de discrétion en public et pensaient que leur secret était bien gardé, car ils avaient affaire à un mari confiant et à un enfant ignorant. Ils étaient sur le point de comprendre à quel point ils avaient tort. Lundi matin, Lois a appelé le bureau de Richard Delaney et a pris rendez-vous. « J'aimerais discuter de la préparation universitaire de Jake », a-t-il dit à la secrétaire. « J'ai des inquiétudes particulières concernant l'approche de son conseiller d'orientation. » Le rendez-vous fut fixé au jeudi après-midi, immédiatement après ce que Lois savait être un autre rendez-vous à l'hôtel. Delaney serait fatiguée, peut-être insouciante, et ne s'attendait certainement pas à une confrontation avec le mari qu'il séduisait depuis 8 mois. Mardi, Lois engagea un deuxième détective privé, spécialisé dans des domaines différents de celui de Scott. Là où Scott se concentrait sur la surveillance et la documentation, Harold Johnson se spécialisait dans la criminalistique numérique et l'ingénierie sociale. Lois voulait tout savoir, comptes email, SMS, interactions sur les réseaux sociaux, transactions financières. Si Suzy et Delaney avaient communiqué par voie électronique, Lois aurait enregistré chaque mot. Mercredi soir, Lois avait une vision complète de la liaison. Les preuves étaient accablantes, des centaines de SMS explicites, des reçus d'hôtel, des photos prises l'un de l'autre, et même un calendrier détaillé de leur réunion. Mais surtout, Lois avait découvert la vérité profonde de leur relation. Ce n'était pas une histoire d'amour passionné. C'était un arrangement calculé qui répondait à leurs besoins respectifs tout en nécessitant un investissement émotionnel minimal. Suzy obtint enthousiasme et validation. Delaney eut accès aux relations sociales et professionnelles de Louis. Ils s'étaient autant servis l'un de l'autre qu'ils avaient trahi Lois. Cette prise de conscience transforma la colère de Lois en une colère plus froide et plus concentrée. Il n'avait pas affaire à des amants maudits, submergés par une attirance irrésistible. Il avait affaire à deux égoïstes qui avaient délibérément choisi de détruire sa famille pour leur propre bien. Jeudi après-midi, Lois était assis dans le bureau de Richard Delaney et observait l'homme qui couchait avec sa femme. Delaney était son cadet de 5 ans, avec cette apparence soignée due à une toilette soignée et à des vêtements coûteux. Il était beau, dans un sens général, le genre d'homme qui avait appris à utiliser son physique et son charme pour obtenir ce qu'il voulait. « Monsieur Spears, merci d'être venu. Je comprends que vous ayez des inquiétudes concernant le parcours universitaire de Jake. » Lois sourit. « En fait, je voudrais discuter d'un autre type de parcours. Celui qui va mettre fin à votre carrière, détruire votre réputation et vous laisser au chômage et sans emploi. » Le sourire de Delaney s'estompa. « Je suis désolé. Je ne comprends pas. » Bien sûr que si. Lois déposa un dossier en papier craft sur le bureau entre eux. 8 mois, Richard. Chambre 412 au Marriott. Les mardis et jeudis, de 18h à 20h. Parfois plus longtemps quand on se sent particulièrement énergique. Le visage de Delaney se vida lorsqu'il ouvrit le dossier et vit les photos.
Lewis avait choisi les plus explicites, des images qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Je pourrais te détruire avec ça aujourd'hui, continua Lewis sur le ton de la conversation. Un email au conseil d'administration, une publication sur les réseaux sociaux, une conversation avec le bon parent, et ta carrière est finie. Mais ce serait trop facile. Que veux-tu? Je veux que tu comprennes que ta vie m'appartient désormais. Chaque décision que tu prendras, chaque mot que tu prononceras, chaque action que tu entreprendras sera déterminée par ce que je te permettrai de faire. Lewis se pencha en avant, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Et si jamais tu touches à nouveau à ma femme, si jamais tu parles à mon fils, si jamais tu regardes à nouveau ma famille, je veillerai à ce que je t'ai montré aujourd'hui paraisse bienveillant comparé à ce qui va suivre. Lewis se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et Richard, demain tu démissionnes de cette école. Pour raison personnelle, avec effet immédiat. Je veillerai à ce que tu t'y tiennes. En retournant à sa voiture, Lewis ressentit le premier frémissement de satisfaction qu'il avait éprouvé depuis la lecture du mot de Jack. La première phase était terminée. Delaney allait passer les jours suivants à agoniser, attendant que le coup de grâce tombe avant de réaliser que la vengeance de Lewis serait lente à se consumer plutôt qu'exploser. Il était temps maintenant de se tourner vers sa femme. Chapitre 4. Le piège parfait. Lewis avait toujours cru que les attaques les plus dévastatrices venaient de directions que la victime n'avait jamais vues venir. Dans le bâtiment, les pannes catastrophiques n'étaient pas causées par des problèmes évidents comme les tempêtes ou les tremblements de terre. Elles étaient causées par des faiblesses structurelles cachées qui accumulaient le stress jusqu'à atteindre un point de rupture. Vendredi matin, Suzy était inhabituellement agitée. Elle essayait de joindre Richard Delaney depuis jeudi soir, mais ses appels tombaient directement sur la messagerie vocale et ses SMS restaient sans réponse. Lewis la regardait arpenter la cuisine, son téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage pour un navire en perdition. « Tout va bien ?» demanda Lewis sans lever les yeux de son journal du matin. Juste quelques soucis avec la préparation universitaire de Jack. Son conseiller d'orientation semble avoir disparu. Ce n'est pas professionnel. Tu devrais peut-être parler au directeur. Le rire de Suzy était tendu et forcé. Je suis sûr que ce n'est rien de grave. Il doit juste gérer une urgence familiale. À midi, la nouvelle s'était répandue dans la communauté scolaire que Richard Delaney avait remis sa démission, invoquant des raisons personnelles et la nécessité de poursuivre d'autres opportunités. Lewis reçut un appel du directeur en personne, le docteur Ernest Ld., qui s'excusa pour la perturbation et l'assura que la préparation universitaire de Jack ne serait pas affectée. Ce soir-là, Suzy était effondrée. Elle avait passé la journée à rédiger des messages de plus en plus désespérés à son amant, alternant entre l'inquiétude pour son bien-être et une panique à peine contenue quant aux conséquences de sa disparition soudaine pour leur secret. Lewis la trouva dans leur chambre, les yeux rivés sur son téléphone, l'air de quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer. « Il s'est passé quelque chose de très étrange aujourd'hui, » dit Louisie, assise au bord de leur lit. La conseillère d'orientation de Jack démissionna. « J'ai démissionné sans prévenir. » Les doigts de Sus se crispèrent sur son téléphone. « Vraiment ? C'est étrange. Je suis même soulagé. Je ne lui ai jamais fait entièrement confiance. Pourquoi pas ? » Lewis haussa les épaules. Juste une intuition. Il avait quelque chose d'opportuniste. Comme s'il cherchait toujours un moyen de tirer profit de sa position. C'est un jugement assez sévère basé sur une intuition. Peut-être, mais j'ai appris à me fier à mon instinct. Lewis se tourna vers elle, surtout lorsqu'il s'agissait de protéger notre famille. Samedi matin, la phase suivante du plan de Louisie commença. Pendant que Suzy assistait à son cours de yoga habituel, l'une des rares activités auxquelles elle participait régulièrement, Lewis rencontra Harold Johnson dans un café du centre-ville. « J'ai tout ce que vous avez demandé », dit Harold en glissant une tablette sur la table. SMS, email, photos qu'il s'était envoyées, et même quelques appels vidéo. Tout est là. Lewis parcourut les preuves, son expression restant soigneusement neutre malgré les détails intimes de la trahison de sa femme, exposés avec une clarté numérique. Les messages révélaient non seulement leur liaison physique, mais aussi leur lien affectif, ou plutôt son absence. Suzy s'était plainte de Lewis à plusieurs reprises, le décrivant comme prévisible et ennuyeux, tandis que Delaney avait partagé des détails sur d'autres familles aisées avec lesquelles il avait cultivé des relations grâce à son poste à l'école. « Il y a autre chose », poursuivit Harold.
Delaney a été suspendu de son permis d'enseigner, dans l'attente d'une enquête sur des relations inappropriées avec des parents. Un signalement anonyme est arrivé jeudi soir. Lewis sourit. Imaginez. La plainte mentionnait spécifiquement votre femme. Il semblerait que quelqu'un ait fourni des preuves de leur liaison au Conseil d'éducation de l'État. Quel malheur pour eux deux, Lewis. Impossible de revenir en arrière. Une fois l'enquête officielle, elle deviendra publique. Tout le monde le saura. Bien. Cet après-midi-là, Lewis passa à l'étape suivante de son plan. Il appela la sœur de Suze, Martha Plimbé, qui vivait à 2 heures de route, à Philadelphie, et avait toujours désapprouvé le mariage de sa sœur cadette avec un ouvrier. Martha avait clairement indiqué au fil des ans qu'elle pensait que Suzy avait épousé un homme d'un rang inférieur et méritait mieux que la vie dans la banlieue de Pittsburgh. « Martha, j'ai une question confidentielle à te poser, » dit Louisie, adoptant le ton inquiet d'un mari inquiet. « Suzy t'a-t-elle parlé de son insatisfaction conjugale ? Pourquoi cette question ? Elle est distante ces derniers temps, secrète. J'ai peur qu'elle ait des doutes sur notre vie commune. » Le silence de Martha était révélateur. « Louis, je pense que tu devrais en parler directement à Suzy. J'ai essayé, mais elle insiste sur le fait que tout va bien. Je veux juste m'assurer de ne rien manquer d'important. Si elle est mécontente, je veux arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. » C'était une performance magistrale. Lewis savait que Martha appellerait immédiatement Suzy, soi-disant pour la prévenir que Lewis commençait à se méfier, mais en réalité, cela accentuerait la panique de Suze. La culpabilité et la peur s'accentueraient, la rendant plus susceptible de commettre des erreurs. Dimanche soir, Lewis reçut l'appel qu'il attendait. Suzy annonça qu'elle devait assister à une réunion d'urgence avec un client à Philadelphie et qu'elle passerait la nuit chez Martha. C'était évidemment un mensonge. Lewis avait déjà confirmé, grâce à la surveillance numérique d'Harold, que Suzy essayait désespérément d'organiser un rendez-vous avec Delaney, qui refusait toujours de répondre à ses messages. « C'est dommage, » dit Lewis. « J'espérais qu'on pourrait passer un moment tranquille ensemble, rien que toutes les deux. À plus tard. » Suzy l'embrassa sur la joue, mais Lewis remarqua qu'elle évitait le contact visuel. « Je me rattraperai à mon retour. » Après son départ, Lewis appela Scott. Elle court. Elle va probablement chez Martha pour réfléchir à la suite. Êtes-vous prêt pour la phase 3 ? Plus que prêt. Lundi matin, Lewis a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 20 ans de mariage. Il s'est déclaré malade et a passé la journée dans le bureau de sa femme. Suzy travaillait pour un cabinet d'avocats de taille moyenne spécialisé dans le contentieux des affaires, et son absence a permis à Lewis d'avoir des conversations très intéressantes avec ses collègues. Il a rencontré son patron, André Herrera, soi-disant pour faire une surprise à Suzy pour leur anniversaire. Au cours de leur conversation, Lewis a mentionné avec désinvolture combien il était fier du dévouement de Suze pour ses réunions clients du soir et ses consultations du week-end. Réunion du soir. André avait l'air perplexe. Suzy n'avait pas eu de réunion client en dehors des heures de bureau depuis des mois. Nous essayons de réduire les heures supplémentaires à tous les niveaux. Oh, elle devait être en formation continue à ce moment-là. Des cours de développement professionnel, ce genre de choses. Pas à ma connaissance. Lewis, tout va bien ? Tu as l'air d'aller bien, lui a assuré Lewis. J'ai du mal comprendre ce qu'elle me disait, mais la graine était plantée. André Herrera se demandait maintenant ce que son employé avait bien pu faire pendant toutes ces heures où elle avait prétendu travailler tard. À son retour, Suzy serait confrontée à des questions sur sa gestion du temps et sa franchise envers son employeur. Mardi, Lewis reçut un SMS de Suzy. Il me faut encore quelques jours pour régler ce problème client. Jake et toi me manquez. Lewis répondit, prends tout ton temps. Jake et moi, on s'en sort bien. C'était la vérité. Jake avait semblé plus détendu depuis le départ de sa mère, débarrassé du poids de son secret. Père et fils avaient passé la soirée de lundi à travailler sur un modèle réduit d'avion, à parler de tout sauf du sujet tabou. Papa, avait demandé Jake en peignant les haubans. Est-ce que maman et toi allez bien ? Je ne sais pas, mon pote, mais quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Je ne veux pas que tu te reproches de ne pas m'en avoir parlé plus tôt, avait poursuivi Louis. Tu n'es pas responsable des problèmes d'adultes. Ton rôle est d'être un enfant et de te concentrer sur ta propre vie. Mais j'aurais pu éviter ça. Non, c'était impossible.
Cette situation existait bien avant que vous ne la découvriez, et elle aurait perduré, que vous me l'ayez dit ou non. Votre honnêteté n'a fait que me donner les informations nécessaires pour protéger notre famille. Mercredi, la révélation suivante a eu lieu. Lewis était à l'école de Jake pour une réunion parents-professeurs lorsque le docteur Eldey l'a abordé dans le couloir. Monsieur Spears, je voulais vous tenir au courant de l'affaire Richard Delaney. Je crains que ce soit plus grave que nous ne le pensions initialement. Oh, l'enquête d'État a révélé des preuves de relations inappropriées avec plusieurs parents. Il semble que Monsieur Delaney ait utilisé sa position pour accéder à des familles aisées à des fins allant bien au-delà de l'orientation scolaire. Lewis a arrangé son expression pour exprimer le choc et l'inquiétude qui convenaient. Voulez-vous dire que Jake était en danger? Pas votre fils spécifiquement, mais les familles concernées. L'enquête est en cours, mais il semble que ce comportement ait été constant tout au long de son mandat. Combien de familles? Du moins, à notre connaissance. Les autorités continuent de recueillir des preuves. Lewis a quitté l'école avec la confirmation de ses soupçons. Suzy n'était pas la seule cible de Richard Delaney. Elle était simplement l'une des nombreuses épouses fortunées qu'il avait séduites dans le cadre d'un vaste plan d'exploitation. Cette découverte n'apaisa pas la colère de Lewis, mais elle enrichit sa compréhension de la situation. Sa femme n'avait pas été emportée par la passion ou l'amour. Elle avait été manipulée par un prédateur spécialisé dans l'identification et l'exploitation des vulnérabilités conjugales. L'insatisfaction de Suze face à sa vie de banlieue, son besoin d'excitation et de validation, sa conviction qu'elle méritait plus que ce que Lewis pouvait lui offrir. Tout cela avait fait d'elle la victime idéale pour les pratiques de séduction de Richard Delaney. Mais comprendre la dynamique n'engendrait pas le pardon. Au contraire, cela renforçait la détermination de Louis. Suzy avait choisi de croire les mensonges de Delaney parce qu'il lui disait ce qu'elle voulait entendre. Elle avait choisi de trahir sa famille parce que l'alternative l'obligeait à affronter son propre mécontentement et à œuvrer pour améliorer son mariage. C'étaient des choix, pas des erreurs, et ces choix avaient des conséquences. Jeudi soir, Lewis effectua ses derniers préparatifs. Suzy rentrerait chez elle vendredi après-midi, espérant reprendre une vie normale tout en cherchant comment renouer avec son amant. Elle ignorait que sa vie normale n'existait plus. Que Lewis avait systématiquement démantelé les fondements de leur existence commune. Pendant qu'elle se cachait chez sa sœur, Lewis passa la soirée à classer ses preuves dans des dossiers soigneusement étiquetés. Chaque photo, chaque SMS, chaque document financier était catalogué et recoupé. Mais ces preuves n'étaient pas destinées au tribunal du divorce. Elles étaient destinées à un impact psychologique maximal. Vendredi matin, Lewis appela son avocat, Stanley Cohen, un homme qui gérait ses contrats commerciaux depuis 15 ans et comprenait que certains problèmes nécessitaient des solutions relevant de zones d'ombre juridiques. Stanley, j'ai besoin que tu prépares les papiers du divorce, la dissolution complète, la garde exclusive de Jake, le partage des biens conformément au contrat prénuptial. Lewis, que se passe-t-il? Toi et Suzy sembliez. C'est le but. Nous semblions heureux, car j'ignorais que ma femme couchait avec un autre homme depuis 8 mois. Le silence de Stanley dura si longtemps que Lewis se demanda si la connexion avait été perdue. Bon sang, as-tu des preuves? Plus qu'assez, mais Stanley, je ne veux pas classer ces papiers tout de suite. Je veux les utiliser stratégiquement. Que as-tu en tête? Je vais donner à Suzy l'occasion d'avouer. Si elle avoue, me dit la vérité sur tout et accepte mes conditions pour aller de l'avant, peut-être que nous pourrons régler ça en privé, et si elle ne le fait pas, je veillerai à ce que sa trahison soit rendue publique de la manière la plus dévastatrice possible. Lewis raccrocha et parcourut son bureau du regard, notant toutes les touches personnelles que Suzy avait ajoutées au fil des ans. Des photos de famille, des objets décoratifs, des œuvres d'art qu'elle avait choisies pour leur vie commune. Le lendemain soir, elle comprendrait que leur vie commune était terminée, et la seule question qui restait était de savoir si sa destruction serait privée ou publique. Le choix lui appartiendrait entièrement. Chapitre 5, la confession. Suzy rentra chez elle vendredi après-midi, ressemblant à une femme ayant passé 5 jours en proie à des troubles émotionnels. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient légèrement ébouriffés. Son maquillage ne parvenait pas à cacher les cernes sous ses yeux, et elle se déplaçait dans la maison d'un pas hésitant, celle de quelqu'un qui ne se sentait plus chez elle. Lewis l'embrassa et l'aida à porter ses bagages à l'étage, jouant le rôle d'un mari inquiet. Tout en étudiant son langage corporel à la recherche de signes de désespoir, Suzy était une personne prudente, qui planifiait chaque détail de sa vie,
et son incapacité à contacter Richard Delaney avait clairement ébranlé sa confiance. « Comment s'est passé votre voyage ?» demanda Lewis tandis qu'ils défaisaient sa valise ensemble. « Stressant. La situation de la cliente est plus compliquée que je ne le pensais. » La voix de Suze était posée, mais ses mains tremblaient légèrement en pliant ses vêtements. « Je devrais peut-être faire quelques voyages supplémentaires pour tout arranger. »« Bien sûr, comme vous voulez. » Ce soir-là, Lewis proposa qu'ils dînent chez Giovanni, le restaurant italien où ils avaient eu leur premier rendez-vous 16 ans plus tôt. Suzy accepta, espérant probablement qu'un retour en terrain connu l'aiderait à retrouver ses repères émotionnels. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe noire que Lewis avait toujours complimentée et se maquillant avec la précision de quelqu'un qui se prépare à la bataille. Au cours des amuse-gueules, Lewis orienta la conversation vers leur première relation, évoquant leurs amours et les rêves qu'ils partageaient lorsqu'ils étaient jeunes, et que tout semblait possible. Suzy visiblement détendue, elle affichait un sourire sincère pour la première fois depuis son retour. « Tu te souviens quand tu as dit vouloir voyager en Italie pour notre lune de miel ?» demanda Lewis en faisant tournoyer des linguines sur sa fourchette. « Tu avais ce guide et tu avais noté tous les endroits que tu voulais visiter. »« Nous ne sommes jamais allés en Italie, » dit Suzy d'une voix mélancolique. « Nous pourrions encore y aller. Il n'est pas trop tard pour poursuivre de vieux rêves. » L'espace d'un instant, l'expression de Suze exprima un regret sincère, comme si elle se souvenait de la femme qu'elle avait été avant. Sa vie était devenue compliquée par les secrets et les mensonges. Mais soudain, son téléphone vibra, un SMS retentit, et Lewis vit son visage changer à la lecture. « Le travail ?» demanda-t-il innocemment. « Oui, juste des questions complémentaires sur la situation à Philadelphie. » Lewis hocha la tête et continua de manger, mais il en avait assez vu. Suzy essayait toujours de contacter Delaney, espérant toujours rétablir leur connexion. Son voyage chez Martha n'avait pas eu pour but de trouver comment sauver son mariage. Il avait cherché à savoir comment poursuivre sa liaison. Après le dîner, ils rentrèrent chez eux dans un silence confortable, mais Louis sentait la distraction de Suze. Elle consultait sans cesse son téléphone et, arrivée chez eux, elle s'excusa pour passer un appel concernant des problèmes professionnels qui ne pouvaient attendre le lendemain matin. Lewis lui accorda un peu d'intimité, s'installant dans son bureau avec un livre tout en écoutant ses pas arpenter la pièce au-dessus. À travers le plafond, il entendait sa voix monter et descendre. Le désespoir était à peine contenu sous son ton professionnel. Elle appelait des hôtels, tentant de retrouver Richard Delaney, devenant de plus en plus frénétique à chaque impasse. À 22 heures, Suzy apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau. « Louis, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux de son livre, arguant d'une légère inquiétude sur son visage. « Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Suzy était assise sur la chaise en face de son bureau, la même chaise où ils avaient planifié les vacances en famille, discuté des études de GEC et pris des décisions concernant leur avenir commun. Ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux, et Louis la voyait prendre son courage à deux mains pour ce qu'elle allait dire. « Je n'ai pas été complètement honnête avec toi ces derniers temps. » Lewis ferma son livre et lui accorda toute son attention. « À propos de quoi ? » Des réunions avec les clients, des nuits blanches au bureau, certaines de ces choses n'étaient pas entièrement liées au travail. « Je ne comprends pas. » Suzy prit une inspiration tremblante. « Je vois quelqu'un. Pas sérieusement, ce n'est pas de l'amour ou quelque chose comme ça, mais j'ai une liaison. » Lewis ressentit une étrange satisfaction en l'entendant enfin l'admettre, mais il garda une expression neutre. « Avec qui ? » Le conseiller d'orientation de GEC, Richard Delaney. « Depuis combien de temps ? » 8 mois. Les mots sortirent dans un murmure, comme si les dire à voix basse pouvait en minimiser l'impact. Lewis se renversa dans son fauteuil, laissant le silence s'installer entre eux. Quand il parla enfin, sa voix était calme et mesurée. « Pourquoi ? » Je ne sais pas. Je me sentais piégé, je suppose, comme si ma vie était prédéterminée, comme si je faisais semblant d'être une épouse et une mère sans aucun but réel. Alors, tu as décidé de coucher avec le professeur de notre fils. Ce n'était pas prévu. C'est arrivé comme ça, et ça a continué parce que ça me faisait me sentir revivre, comme si j'étais plus que la femme de Louis Pierce ou la mère de GEC. Lewis observa son visage, notant le mélange de culpabilité et de défi dans son expression. Même en confession, Suzy essayait de justifier ses choix pour lui faire comprendre que sa trahison était le symptôme de problèmes plus graves plutôt qu'une décision délibérée de détruire leur famille. « Où vous rencontriez-vous ?
Généralement dans un hôtel du centre-ville, parfois dans son appartement. Et Jake, est-ce qu'il le sait? Le visage de Suzy pâlit. Mon Dieu, non. Nous étions très prudents. Il n'avait aucun moyen de savoir. Lewis ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le mot taché de sang de Jake, le posant sur le bureau entre eux. Il avait écrit cela le jour même. Accident. Je l'ai trouvé dans les décombres. Suzy a lu le mot 2 fois, les mains tremblantes. Lorsqu'elle a relevé les yeux, des larmes coulaient sur son visage. Il le savait depuis toujours. Il le savait et il porte ce fardeau parce qu'il nous aime tous les deux et ne voulait pas détruire notre famille. Louisie, je n'ai pas fini. La voix de Lewis restait calme, mais il y avait de l'acier sous ses pieds. Je sais pour la suite d'hôtel que tu loues 2 fois par semaine. Je sais pour les SMS, les emails, les photos que vous vous envoyez. Je sais que Richard Delaney fait actuellement l'objet d'une enquête du Conseil d'éducation de l'État pour relations inappropriées avec ses parents. Je sais que tu as menti à ton employeur sur tes activités du soir et je sais que tu m'as menti sur presque tous ces 8 derniers mois. Suzy le regarda avec horreur. Depuis combien de temps es-tu au courant depuis l'accident? La question est, qu'allons-nous faire? J'arrête tout de suite ce soir. Je ne le reverrai plus jamais. Je ne lui parlerai plus jamais. On peut. Une thérapie. On peut surmonter ça. La voix de Suzy Lewis coupa court à ses promesses désespérées. Richard Delaney a démissionné de son poste et a disparu. Il ne répond pas à vos appels parce qu'il sait que j'ai découvert votre liaison et il est terrifié par ce que je pourrais lui faire. Vous l'avez confronté. Je l'ai détruit. Sa carrière est terminée. Sa réputation est ruinée. Et il passera le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule en se demandant quand l'autre chaussure tombera. Le visage de Suze devint blanc. Qu'avez-vous fait? J'ai protégé ma famille. La question est, qu'êtes-vous prêt à faire pour y revenir? N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Lewis ouvrit un autre tiroir et en sortit une épaisse chemise en papier craft, la plaçant à côté du mot de Jake. Ce sont les papiers du divorce. Dissolution totale de notre mariage. Garde exclusive de Jake pour moi. Partage des biens selon notre contrat prénuptial. Vous avez signé ce contrat parce que vous avez dit que vous ne vouliez jamais que l'argent soit un problème entre nous. Lewis, s'il vous plaît. Si vous signez ces papiers ce soir, vous pourrez rester dans cette maison jusqu'à ce que vous retrouviez votre. Tu peux entretenir ta relation avec Jake sous surveillance. Tu peux préserver ton emploi et ta réputation. Et si je ne signe pas, sourit Louisier, pour la première fois depuis le début de cette conversation, son masque tomba. Suzy vit quelque chose dans son expression qui la fit se caler dans son fauteuil. Si tu ne signes pas, je veillerai à ce que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es. Ton cabinet d'avocat, tes amis, ta famille, tous les parents de l'école de Jake. Ils sauront tous que tu es une femme qui a abandonné sa famille pour coucher avec un prédateur spécialisé dans la séduction de femmes mariées. Tu ne le ferais pas. J'ai passé ma carrière à construire des choses, Suzy. Mais je sais aussi comment les détruire systématiquement. Ta carrière, ta réputation, ta relation avec notre fils. Je peux tout détruire si tu m'y forces. Suzy resta assise, stupéfaite, comprenant enfin la profondeur de la colère de Louisie et l'ampleur de ses préparatifs. Elle s'attendait à de la colère, des accusations, peut-être un ultimatum pour mettre fin à la liaison. Elle ne s'attendait pas à une vengeance aussi calculée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Non, la voix de Lewis était sans appel. Tu as eu 8 mois pour réfléchir à ce que tu faisais à notre famille. Tu as eu de multiples occasions d'avouer, de tout avouer, d'essayer de sauver notre mariage. Au lieu de cela, tu as choisi de continuer à mentir jusqu'à ce que tu sois attrapé. Il se leva et fit le tour du bureau, s'arrêtant juste devant sa chaise. Tu n'as qu'une seule chance de gérer ça avec dignité. Signez les papiers, assumez la responsabilité de vos choix, et nous pourrons en finir tranquillement. Refusez, et je ferai en sorte que votre trahison devienne un récit édifiant que les gens racontent pendant des années. Suzy baissa les yeux sur les papiers du divorce, ses larmes coulant sur les documents juridiques qui mettraient fin à leurs 16 ans de mariage. Et Jake? Que allons-nous lui dire? Nous lui dirons la vérité. Que tu as fait des choix qui ont détruit notre famille, mais que nous l'aimons tous les deux et voulons ce qu'il y a de mieux pour son avenir. Il me détestera peut-être, mais ce sera la conséquence de vos actes,
pas des miens. Lewis retourna à sa chaise et attendit. Dans le silence, il entendait l'horloge du grand-père dans le couloir, marquant le passage du temps. Chaque tic-tac les rapprochait du moment où Suzy devrait choisir entre accepter ses responsabilités ou affronter la destruction totale. Finalement, les mains tremblantes, Suzy prit un stylo et signa les papiers du divorce. « Il y a encore une chose, » dit Louisie en terminant. « Je veux que tu sortes d'ici dimanche soir. Jake et moi avons besoin de temps pour réfléchir à comment avancer sans toi. » Suzy hocha la tête, incapable de parler. Elle se dressa sur des jambes chancelantes et se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. « Lewis, je suis vraiment désolé. Je sais que ça ne change rien, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. » Lewis regarda sa future ex-femme, remarquant à quel point elle paraissait petite et vaincue sur le seuil. « L'enfer est pavé de bonnes intentions, Suzy. Mais tu dois quand même le suivre. » Après son départ, Louis s'assit seul dans son bureau et ressentit la première véritable paix qu'il avait éprouvée depuis la lecture du mot de Jake. La première phase était terminée. Suzy était sortie de leur vie. Et Jake n'aurait plus à porter le poids de ses secrets. Mais Lewis n'en avait pas fini. Richard Delaney était toujours là, quelque part, croyant probablement avoir échappé aux conséquences de ses actes. Lewis lui avait fait une promesse sur ce qui arriverait s'il recontactait leur famille. Mais certaines leçons nécessitaient un enseignement plus permanent. Il était temps de passer à la deuxième phase. Chapitre 6. La chasse aux chasseurs. Richard Delaney s'était toujours enorgueilli de sa capacité à disparaître lorsque les situations se compliquaient. Au cours de ses 15 ans de carrière dans l'enseignement, il avait cultivé des relations avec des parents fortunés dans 3 États différents. Toujours en train de passer à autre chose avant que quiconque ne perçoive les schémas de son comportement. Lorsque des mariages se terminaient ou que des soupçons surgissaient, Richard présentait simplement sa démission et déménageait dans un nouveau district scolaire où ses qualifications et son charme pouvaient lui ouvrir de nouvelles portes. Mais Lewis Spears ne ressemblait à aucun des maris que Richard avait rencontrés auparavant. La plupart des hommes qui découvraient l'infidélité de leur femme réagissaient par des explosions émotionnelles prévisibles, des confrontations, des menaces, des procédures de divorce qui se déroulaient sur la place publique où Richard pouvait se défendre et se présenter comme la victime des circonstances. Lewis avait choisi une approche différente, qui lui donnait le sentiment d'être traqué plutôt que simplement importuné. Depuis sa chambre louée dans un motel bon marché près de Youngstown, dans l'Ohio, Richard parcourait les sites d'emploi en ligne et tentait de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une nouvelle stratégie de repli. Il s'était déjà remis de situations similaires. Le marché de l'éducation était toujours avide de conseillers d'orientation expérimentés, surtout ceux ayant fait ses preuves en matière de placement universitaire. Son profil LinkedIn affichait encore des recommandations élogieuses d'anciens employeurs qui ignoraient tout de son travail auprès de leurs parents. Mais chaque fois que Richard essayait de rédiger une nouvelle candidature, il se retrouvait à revenir aux photos que Lewis lui avait montrées. Ces images étaient suffisamment explicites pour anéantir toute chance d'emploi futur dans l'enseignement. Mais elles représentaient aussi quelque chose de plus troublant. Lewis Spears l'observait depuis des semaines, documentant ses faits et gestes avec une minutie professionnelle. Le téléphone de Richard vibra, un autre message de Suzy, sa 15e tentative de le contacter depuis jeudi. Il avait cessé de lire ses textos après les premiers, constatant la progression de la confusion à la panique, puis au désespoir. Quoi qu'il arrive du côté de Louis, Suzy en faisait clairement les frais, et Richard n'avait aucune intention de s'exposer à un risque supplémentaire en répondant à ses messages. Ce qui l'inquiétait davantage, c'étaient les autres changements qu'il avait remarqués. Son bail avait été mystérieusement résilié, son propriétaire invoquant des clauses de conduite morale dont Richard était certain qu'elles n'existaient pas dans son contrat initial. Ses cartes de crédit avaient été bloquées, dans l'attente d'une enquête pour activité suspecte. Sa banque l'avait appelé pour signaler des irrégularités sur son compte qui nécessitaient une intervention immédiate. Quelqu'un démantelait systématiquement sa vie, et Richard soupçonnait Lewis Spears d'avoir des ressources et des relations bien supérieures à ce qu'un entrepreneur en bâtiment devrait posséder. Le lundi matin apporta confirmation des pires craintes de Richard. Harold Johnson, le détective privé que Lewis avait engagé pour une analyse numérique, avait passé le week-end à mettre en œuvre la deuxième phase de leur plan. En utilisant des techniques issues de zones grises juridiques, Harold avait infiltré la présence en ligne de Richard et commencé à distribuer des preuves soigneusement sélectionnées à des personnalités clés de son réseau professionnel. Le premier appel provenait de l'ancien employeur de Richard dans le Connecticut, où il avait travaillé avant de déménager à Pittsburgh. La directrice, le Dr Lina Carney,
avait reçu un courriel anonyme contenant des photos et des SMS suggérant que la relation de Richard avec ses parents dépassait largement les limites professionnelles. Richard, je dois vous poser la question directement. Avez-vous eu des relations inappropriées avec des parents pendant que vous travailliez ici? Lena, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais j'ai vu des photos, Richard. Des photos explicites qui vous montrent dans des situations compromettantes avec au moins 2 femmes différentes qui avaient des enfants dans notre district. Richard en eut un pincement au cœur. Ces photos ne pouvaient provenir que de Lewis. Mais comment avait-il obtenu des images de l'ancien emploi de Richard? Ces photos sont fausses. On essaie de me piéger. Les métadonnées de ces images montrent qu'elles ont été prises à des endroits et à des heures qui correspondent à vos horaires de travail ici. Richard, je dois avertir le Conseil des licences d'État. C'est une affaire pénale maintenant. L'appel prit fin et Richard fixa son téléphone, incrédule. Lewis ne venait pas de découvrir l'affaire en cours. Il avait, d'une manière ou d'une autre, découvert le comportement de Richard dans plusieurs districts scolaires. L'homme menait une enquête professionnelle qui révélait des années de malversation soigneusement dissimulées. Dès mardi, le téléphone de Richard sonnait sans cesse, assailli par d'anciens collègues, administrateurs et parents d'élèves qui avaient reçu des preuves similaires. Chaque conversation suivait le même schéma, choc, déception, et la conclusion inévitable que Richard Delaney était un prédateur qui avait profité de sa position pour exploiter des familles vulnérables. Richard tenta d'appeler Lewis directement, espérant négocier un arrangement qui mettrait fin à sa destruction systématique. L'appel aboutit directement sur la messagerie vocale, et le message enregistré de Lewis était d'un professionnalisme exaspérant. Vous êtes bien Lewis Spears. Veuillez laisser un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Lewis, ici Richard Delaney. Je pense qu'il faut qu'on parle. Ce que vous faites va au-delà de me punir pour cette affaire. Vous détruisez ma vie, ma capacité à gagner ma vie, mon avenir. Je comprends votre colère, mais Richard a arrêté d'enregistrer, réalisant que tout message qu'il laisserait pourrait être utilisé comme preuve de harcèlement ou d'aveu de culpabilité. Lewis avait créé une situation où Richard ne pouvait se défendre sans s'incriminer davantage. Mercredi, 2 agents du FBI ont rendu visite à Richard pour enquêter sur des crimes interétatiques impliquant l'exploitation de mineurs. Les accusations n'étaient pas liées à sa liaison avec Suzy. Elles concernaient des allégations selon lesquelles Richard aurait utilisé sa position pour entrer en contact avec des familles à des fins allant au-delà de l'orientation scolaire, y compris des contacts inappropriés avec des élèves. Monsieur Delaney, nous avons reçu des rapports suggérant un comportement récurrent dans plusieurs États et impliquant de potentielles violations de la loi fédérale. Les mains de Richard tremblaient en examinant les preuves présentées. Quelqu'un avait constitué un dossier complet documentant ses déplacements, ses communications et ses relations tout au long de sa carrière. L'enquête ne portait pas uniquement sur des relations inappropriées avec des parents. Elle englobait des allégations de comportement de manipulation psychologique avec des élèves, d'exploitation financière de famille et d'abus de sa position professionnelle à des fins personnelles. Je veux un avocat, a déclaré Richard. C'est votre droit. Mais je dois vous dire que nous bénéficions de la coopération de plusieurs témoins prêts à témoigner sur votre comportement. Ce n'est pas près de disparaître, monsieur Delaney. Après le départ des agents, Richard, assis dans sa chambre de motel, essayait de comprendre comment sa vie avait pu basculer si complètement en une semaine seulement. Lewis Spears n'était pas seulement un mari en colère. C'était un homme doté de ressources, de relations et de la capacité d'orchestrer une enquête approfondie qui a révélé des crimes que Richard pensait avoir cachés à jamais. Jeudi soir, le téléphone de Richard a sonné, un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'il a répondu, la voix de Lewis était calme et mesurée. « Bonjour, Richard. J'ai pensé qu'il était temps que nous ayons une conversation. Lewis, vous devez arrêter ça. Je comprends que vous soyez en colère à propos de cette liaison, mais ce que vous faites détruit ma vie. Votre vie a été détruite dès que vous avez décidé de cibler ma famille. Ce que je fais, c'est simplement révéler la vérité sur qui vous êtes. Le FBI est venu me voir. Il parle d'accusations fédérales, Richard. De crimes interétatiques. Cela va bien au-delà d'une simple liaison. Je sais. Fascinant de voir ce qu'une enquête approfondie peut révéler sur la véritable personnalité de quelqu'un. Richard sentit un frisson lui parcourir le dos. Vous avez orchestré toute cette affaire. J'ai simplement fourni des preuves aux autorités compétentes. Ce qu'elles en feront leur appartient. Que me voulez-vous? Rien.
Vous êtes fini, Richard. Votre carrière est terminée. Votre réputation est détruite. Et vous passerez les prochaines années en prison fédérale. Je voulais que vous sachiez qu'il ne s'agissait pas d'une justice aléatoire. C'était une vengeance personnelle. Lewis, je vous en prie. Vous avez commis une erreur de jugement fondamentale. Richard, vous pensiez que j'étais juste un autre mari cocu qui réagirait avec émotion et de manière prévisible. Au lieu de cela, vous avez découvert ce qui arrive quand quelqu'un avec des ressources et de la patience décide de vous traquer systématiquement. La ligne fut coupée, et Richard fixa son téléphone dans l'obscurité grandissante de sa chambre de motel. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il comprit que Lewis Spears n'avait pas agi de manière impulsive ou émotionnelle. Chaque étape avait été calculée. Chaque action était destinée à provoquer un maximum de destruction. Richard se prenait pour un prédateur, quelqu'un qui identifiait et exploitait les faiblesses des autres. Mais il avait rencontré un autre genre de prédateur, plus intelligent, plus impitoyable et infiniment plus dangereux que quiconque. Vendredi matin, Richard quitta son motel et se dirigea vers la frontière, espérant se mettre à distance de Louis. Mais à la frontière de la Pennsylvanie, la police d'État l'interpella et le plaça en état d'arrestation pour des accusations liées à l'enquête fédérale. Tandis qu'on lui lisait ses droits, Richard aperçut une silhouette familière debout près d'une des voitures de police. Lewis Spears était venu assister à la défaite finale de son ennemi, et son expression ne trahissait ni satisfaction ni triomphe, seulement le professionnalisme froid de quelqu'un qui avait accompli une mission essentielle. « Monsieur Delaney », dit Lewis tandis que Richard était conduit menotté vers la voiture de police. « Je vous ai dit ce qui arriverait si jamais vous menaciez à nouveau ma famille. Considérez cela comme une leçon de respect des promesses. » Richard fut installé à l'arrière de la voiture de police. Et tandis qu'il s'éloignait, il vit Lewis disparaître au loin. L'homme qui avait détruit sa vie regagna son camion et rentra chez lui auprès de la famille qu'il protégeait, laissant Richard affronter les conséquences de choix qui lui avaient semblé si anodins 2 semaines plus tôt. Lewis avait prouvé que certaines trahisons avaient un prix trop élevé pour être pardonnées, et certains prédateurs finissaient par rencontrer des chasseurs plus doués qu'eux. Chapitre 7. Les cendres de l'ancienne vie. La maison avait changé depuis le départ de Suzy, comme si son départ avait altéré l'atmosphère fondamentale des pièces où Lewis avait passé 16 ans à construire ce qu'il croyait être un mariage heureux. Jake se déplaçait dans leur maison avec le pas prudent de quelqu'un qui s'adapte à une nouvelle réalité, aidant son père à ranger les photos et les objets personnels qui avaient autrefois marqué l'histoire commune de leur famille. Lewis avait donné à Suzy jusqu'au dimanche soir pour récupérer ses affaires et trouver un autre logement. Elle avait choisi de rester chez sa sœur Martha à Philadelphie, au moins temporairement, le temps de réfléchir à la suite des événements. Les papiers du divorce avaient été déposés lundi matin, Stanley Cohen veillant à ce que la procédure soit aussi rapide et confidentielle que possible. Papa Jake se tenait sur le seuil du bureau de Louisie, tenant une photo encadrée de leurs dernières vacances en famille à Ocean City. Que faire de ça? Lewis regarda la photo d'eux trois sur la plage. Tout sourire et visage bronzé, prise 4 mois plus tôt, alors qu'il croyait encore que sa femme l'aimait. Range-les pour l'instant. Un jour, tu voudras peut-être te souvenir des bons moments que nous avons passés avant que tout ne change. Penses-tu que maman nous aimait vraiment ou faisait-elle semblant tout le temps? C'était la question que Lewis redoutait, celle qui lui touchait au cœur, comment ils allaient tous surmonter cette trahison. Jake avait besoin de réponses honnêtes, mais il devait aussi garder foi dans les relations humaines. Je pense qu'elle nous aimait à sa manière, dit Louisie prudemment. Mais je pense aussi qu'elle s'aimait davantage. Et quand ces deux choses sont entrées en conflit, elle s'est choisie. Ce n'est pas vraiment de l'amour, n'est-ce pas? Non, fiston, ce n'en est pas. Mardi, on a appris que Richard Delaney avait été arrêté à la frontière de l'État de Pennsylvanie, accusé par le gouvernement fédéral d'exploitation dans plusieurs districts scolaires. L'enquête ouverte par Lewis avait révélé des preuves de crimes commis sur une période de près de 10 ans, impliquant des dizaines de familles et potentiellement plusieurs élèves mineurs. Lewis n'a ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement un sentiment d'accomplissement. Richard Delaney allait passer les 10 à 15 années suivantes dans une prison fédérale, où des hommes qui priaient pour les enfants et les familles n'étaient pas traités avec bienveillance par les autres détenus. Justice serait rendue par les voies officielles, mais une justice éclairée par l'intervention personnelle de Lewis. Mercredi soir, Jake a abordé son père et lui a posé une question qui les a tous deux surpris. « Papa, je veux témoigner au procès contre Monsieur Delaney. » Lewis a levé les yeux des plans de construction qu'il examinait. « Pourquoi ?
Parce que j'ai vu ce qu'il a fait à notre famille. J'ai vu comment il a manipulé maman, comment il lui a fait croire des mensonges sur elle et sur nous. D'autres enfants ont peut-être vu des choses aussi. Et si je parle, peut-être qu'ils trouveront le courage de dire la vérité. Lewis observa le visage de son fils, remarquant une détermination mêlée de peur. Jake avait 14 ans, mais les événements du mois précédent l'avaient vieilli d'une manière incalculable. Témoigner signifierait raconter la liaison de sa mère devant un tribunal rempli d'inconnus. Cela signifierait que les avocats de la défense vous poseraient des questions difficiles sur des choses dont vous n'auriez pas dû être témoin. Je sais, mais si je ne parle pas, il pourrait blesser les autres familles comme il se blesse le nôtre. Lewis ressentait une vague de fierté du courage de son fils, tempéré par des instincts protecteurs qui voulaient protéger Jake d'un traumatisme supplémentaire. Laissez-moi parler au procureur. S'il pense que votre témoignage serait serviable, nous en discuterons plus loin. Ce week-end, Lewis et Jake ont la procédure de divorce a commencé. La question est prudente. N'inclut pas la place pour les personnes qui trahissent les personnes qu'ils prétendent aimer. Cela semble seul, peut-être, mais c'est honnête. Lundi a appelé à André Herrera, l'ancien patron de Suze au cabinet d'avocats. Lewis, je voulais vous donner un avertissement. Nous avons dû résilier l'emploi de Suze. L'enquête sur ses activités a révélé qu'elle mentait sur son horaire de travail depuis des mois et que remet en question sa fiabilité avec les questions du client. Lewis n'a pas été surpris. Le réseau de mensonges de Suze s'était étendu dans tous les domaines de sa vie, et chaque exposition a créé des conséquences supplémentaires. Je comprends. Y a-t-il autre chose que j'ai besoin de savoir? La State Bar Association examine sa licence. La malhonnêteté des activités professionnelles peut entraîner une suspension ou une radiation, en particulier lorsqu'elle implique une conduite qui reflète mal la profession juridique. Après la fin de l'appel, Lewis s'est rendu compte que la punition de Suze continuait à aggraver même sans son intervention directe. Ses choix avaient créé une cascade de conséquences qui s'étendaient bien au-delà de leur mariage, détruisant sa carrière et sa réputation professionnelle d'une manière qui prendrait des années à reconstruire. Mardi soir, Lewis a reçu un visiteur inattendu. Martha Plamet se tenait à sa porte, son visage montrant la tension des 2 dernières semaines. « Lewis, puis-je entrer ? Nous devons parler. » Ils étaient assis dans son salon, le même espace où il avait diverti Richard de l'année des mois plus tôt, où les célébrations de famille et les soirées tranquilles avaient une fois créé l'illusion du bonheur domestique. Suzy m'a dit ce qui s'était passé. Martha a commencé. L'affaire, le divorce, tout. Lewis a attendu qu'elle continue. Curieux de savoir ce que Martha espérait accomplir avec cette visite. Elle est détruite. Lewis complètement brisé. Elle a perdu son emploi. Sa licence est en cours d'examen. Elle n'a pas d'argent et nulle part où aller sauf ma chambre d'amis. Ce sont des conséquences de ses choix, pas des punitions que j'ai imposées. Mais vous pourriez l'aider. Vous pourriez faire preuve de miséricorde. Peut-être déterminer une sorte d'arrangement. Non. La voix de Lewis était finale. Suzy a fait ses choix avec une pleine connaissance de ce qu'elle risquait. Je ne la sauverai pas des conséquences. Et Jake? Il a besoin de sa mère. Jake a besoin de stabilité et d'honnêteté. Il a besoin de savoir que les actions ont des conséquences et que les gens qu'il aime puissent faire confiance. Suzy ne peut fournir aucune de ces choses. Le sang-froid de Martha a craqué. Elle a fait une erreur, Lewis. Une erreur.